Bonjour, je m'appelle Dimitri. Je suis un étudiant en Erasmus qui vient de la Haute École Albert Jacquard et qui est venu pour une session à la Cité collégiale. Donc, lors d'un cours, on nous a demandé d'étudier un nouveau logiciel et de le présenter aux autres sous forme d'un tutoriel. Et j'ai décidé d'apprendre Agisoft et la photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est donc le fait de prendre plusieurs photos d'un objet sous tous ses angles et puis de le rendre à l'aide d'un ordinateur en 3D, avec notamment une texture quand on peut. Donc, quel logiciel utiliser ? Eh bien, donc vous avez plusieurs types de logiciels. Enfin, vous avez plusieurs logiciels. Donc, il y a le logiciel de Maya. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser le logiciel Agisoft parce qu'il y avait beaucoup de documentation et qui semblait faire du bon travail. Donc, l'appareil photo. Donc, pour faire de la photogrammétrie, vous allez avoir besoin d'un appareil photo, évidemment. Ça rendra moins bien de faire des photos avec son téléphone. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser un boîtier de ce type. Bon, voilà, ici, c'est une marque, il est de marque Nikon, mais vous pouvez utiliser Canon ou d'autres boîtiers comme celui-ci. L'important, c'est d'avoir un contrôle sur les paramètres de l'appareil photo. Donc, par exemple, pour le paramètre d'ouverture, donc c'est intéressant. Dans le cadre de la photogrammétrie, de mettre l'ouverture la plus petite possible. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le dessin, plus l'ouverture est grande, donc ici à 1.4, plus il y aura du flou sur l'image, ici l'arrière-plan. Et plus l'ouverture sera petite, moins il y aura de flou. Du coup, c'est intéressant dans la photogrammétrie d'avoir la plus petite ouverture possible pour avoir moins de flou sur l'image et donc moins d'artefacts sur le rendu. Il y a aussi, il faut parler des ISO. Donc les ISO, en gros, c'est avant on avait pour les anciens appareils photo des papiers de différentes sensibilités. Donc on avait par exemple un papier qui était beaucoup plus sensible à la lumière. Et plus le papier était sensible, plus on pouvait prendre la photo dans le noir, mais plus on pouvait avoir ce qu'on appelle du bruit, du grain sur l'image. Donc vous pouvez voir ici, on a une photo avec prise d'une grande sensibilité, donc beaucoup de bruit, et donc avec le moins de sensibilité possible, mais le peu de bruit possible, donc moins d'artefacts qui apparaîtraient sur le modèle 3D. Et le dernier paramètre à programmer, mais également le paramètre qu'on va sacrifier, c'est la vitesse d'obturation. Donc pourquoi ce paramètre est sacrifiable ? Eh bien parce qu'on a un trépied et qu'on va pouvoir régler les deux autres paramètres, donc les ISO et l'ouverture comme on le veut. Et pour avoir une bonne lumière, eh bien, on va sacrifier la vitesse. Donc c'est pas grave si vous mettez votre vitesse à 1 ou 2 secondes pour avoir la bonne quantité de lumière, il n'y a pas de souci. Donc maintenant je quitte le fond vert pour vous montrer le studio, un studio low cost qui vous permettra d'avoir une bonne qualité, d'avoir une qualité correcte avec un minimum de moyens. Voilà. Donc c'est vraiment très low cost. Donc ici, les équipements les plus chers sont l'appareil photo, le trépied. Bon. Donc d'abord le fond vert. En fait, simplement pour fabriquer le fond vert, j'ai pris un carton plume et j'y ai fixé un papier chiffon. J'ai aussi recouvert de papier chiffon crépon, je crois. Une boîte en carton pour surélever mon objet. Donc un petit disque pour faire tourner de façon équivalente l'objet et les photos. Alors, donc simplement, pour le plateau tournant, j'ai utilisé 2 assiettes, ici, où j'ai collé du papier crépon avec de la gomme. Et alors pour les petits points de repère, comme vous voyez ici, j'ai simplement, à chaque fois avec un liquide correcteur, j'ai divisé en deux l'assiette. Donc j'ai fait une petite marque ici, puis là. Donc de droite à gauche, comme ça, puis j'ai divisé, puis à la fin j'avais une trentaine de références, de points de repère, pardon, je les ai fait sur les 2 assiettes. Donc
photo 1, photo 2, photo 3, voilà. Voilà aussi l'objet que j'ai choisi. Donc c'est vraiment un petit dragon, un tout petit dragon que j'ai trouvé aussi au Dolorama. Donc je place le disque, je pose la figurine. Et alors, donc ici, et donc voilà avec l'appareil photo qui peut viser. Alors, la prise de photo. Donc pour la prise de photo, c'est vraiment simple. Il faut que l'ordinateur ait tous les angles de l'objet. Donc il faut une vue du bas, une vue du dessus et une vue de profil. Donc par exemple, donc admettons que je règle mon trépied correctement. Il faut que je prenne une photo de face ici, une photo plutôt d'en dessous pour avoir l'angle du bas et une photo du dessus pour avoir tous les angles de l'objet. Et donc là, comme vous voyez, on a les trois vues. Donc une prise de photo qui est plus prise donc avec l'appareil photo qui est mis en contre-plongée par rapport au dragon où on a vraiment le détail des ailes du bas, plutôt de face et plutôt du dessus. Et là, vous avez vraiment tous les angles nécessaires pour le dragon. Au niveau de l'exposition, c'est intéressant de légèrement surexposer le dragon. Alors pourquoi? Donc ici, ma statue elle était noire de base et on perd du détail, notamment dans les zones d'ombre, etc. Du coup, on a légèrement surexposé, donc c'était un conseil du professeur. Donc on a légèrement surexposé pour vraiment avoir tous les détails. Donc là ici, on voit qu'il y a beaucoup moins d'ombre, etc. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une image fade plutôt qu'une image avec beaucoup de contraste, parce que dans le contraste, on perd beaucoup d'informations. Alors tout d'abord, donc on a fait notre prise de photo. On a pris les photos en RAW et on va les importer dans After Effects pour enlever le fond vert. Donc simplement, on va les chercher ici, en File. Donc, une fois ici, vous pouvez encore gérer l'exposition si jamais vous n'êtes pas très satisfait. Voilà. Donc là, on a ma séquence d'images. On va chercher un effet spécial Keylight. Keylight, voilà ici. Avec la petite pipette, je viens cocher le fond. Donc là, on voit ici qu'il a supprimé le fond. Mais vous allez me dire, mais le fond n'est pas propre. Ben oui, c'est vrai, donc le fond vert que j'ai utilisé n'était pas de bonne qualité, surtout que la répartition de la lumière dessus était vraiment pas bonne. Donc moi, je n'ai pas pu utiliser, avec une lampe de studio et un parapluie blanc devant, j'ai dû utiliser la lumière du soleil, donc forcément, la lumière n'était pas uniforme sur le fond vert et ça donne ce que vous voyez là. Mais pour le programme, pas de souci, le plus important, c'est vraiment d'éliminer un maximum d'informations, même si pour autant, toutes les informations ne sont pas supprimées. Donc une fois qu'on a les images ici, on l'ajoute au rendu et vous faites vos réglages. Donc on va sortir l'image en séquence PNG. Pourquoi? Pour garder le masque, évidemment, sinon ça sert à rien. Voilà, je quitte ça. Donc maintenant je vais lancer Agisoft. Je prends toutes mes images que je dépose ici. Donc là, vous avez le viewport au centre, où va apparaître notre modèle. Sur le côté, vous avez la fenêtre où on importe les images. Et là, en dessous, on a les photos où on va ajouter le masque. Donc vous sélectionnez toutes vos photos, vous faites clic droit, importe masque, depuis l'alpha, toutes les caméras. Enter, ça va calculer. Donc voilà, vous avez calculé votre masque. À présent, on va aligner les photos. Donc vous venez ici. Donc pour les paramètres, veillez à cocher contraint par le masque. On va le calculer en low pour aller plus vite, pareil pour ici. Et vous lancez le calcul. Alors donc voilà, ici on voit que Agisoft a bien aligné tous les plans de caméra. Voilà, ici simplement je me déplace autour du dragon en cliquant avec le clic droit.
Gauche, pardon, clic gauche. Donc on peut voir autour du dragon qu'il y a des points qui ne sont pas à sa place, à leur place. Ici par exemple, on a tout un nuage de points qui sert à rien. C'est pas grave, je vais cliquer sur le lasso. J'entoure ce que je n'aime pas. Et j'appuie sur Delete. Voilà, simplement. En appuyant sur espace, je peux passer d'un outil à l'autre. Donc en appuyant sur espace, là je suis sur lasso, puis en espace je repasse à la souris, donc je peux tourner autour du dragon. Ok, donc voilà, vous avez nettoyé vos points, vous avez votre nuage de points, les photos sont alignées. Pour la suite, on va dans Workflow, encore une fois. On fait Build dans Smesh, désolé pour l'accent anglais. Fast Count, on va le faire en Medium. De toute façon, à partir d'ici, une fois que le nuage de points est calculé, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, on a calculé l'autre. Alors, vous voyez ici, donc là c'est plus... Donc c'est un peu dû au fait que le dragon a été calculé à... que le nuage de points du dragon a été calculé en low. Du coup on a une mauvaise qualité de base du logiciel, mais bon c'est pas grave. Je vous montrerai par après une qualité que j'ai obtenue avec une meilleure définition du nuage de points. On va garder ça ici pour l'instant. Donc on a notre mesh, voilà, les faces du nuage de points, enfin les faces du mesh, pardon. Et pour appliquer la texture, on revient dans Workflow et on fait Build Texture. Voilà, ici. Je touche pas beaucoup aux paramètres en général. Voilà, ça calcule. Non. Donc voilà, donc là ici il a fini de calculer. Il n'a pas appliqué la texture. Ah, ok, c'est ici. Voilà. Voilà, il fallait cliquer sur ce bouton-ci. On voit hein, qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Donc là, ici, il a rajouté des artefacts. Vraiment dû au... Ici, c'est vraiment une question du calcul de nuage de points. Mais bon, on voit qu'avec la texture, ça donne quand même bien... la texture, ça aide un peu à tricher sur l'objet. Je vais ouvrir une scène que j'avais déjà préparée, où là, donc ça a été calculé tout en high. Ça a pris à peu près 6 heures de calcul, donc je l'ai vraiment fait durant la nuit. Donc là, on peut voir un résultat, enfin, quelle qualité on peut obtenir. Donc la statuette est vraiment petite, du coup les détails sont... Ben voilà, c'est une petite statue, peu de détails forcément. Donc si j'enlève la texture, voilà le détail qu'on a. Voilà, et avec la texture, on arrive à ce niveau-là. Donc admettons, on a ceci, on aimerait l'exporter dans Maya, par exemple, en OBJ. Donc je viens ici, Export Model. Je vais le mettre sur le desktop, en OBJ, Dragon. Dragon, vidéo. Voilà. La texture, bah, je vais l'exporter en JPEG. Voilà. Il calcule un peu. Donc, dragon vidéo. Ok, voilà, c'est ici. Donc, j'ouvre Maya. Voilà, simplement dans Maya, je drag and drop l'OBJ dans la scène. Voilà, il ne le met pas à la bonne place, mais je compte sur vous pour changer le point de pivot. Voilà, ici. J'assigne un nouveau matériel à l'envers pour tester. Je vais chercher ma texture, File, Desktop, Dragon vide. Voilà, on active ici. Et voilà, vous pouvez voir qu'on a notre dragon dans Maya. Donc c'est une technique qui permet de gagner du temps, d'avoir un objet de base à texturer pour aller peut-être plus loin, ou peut-être faire des petits objets qu'on n'a pas besoin de retravailler dans une scène d'archi ou peut-être un jeu vidéo. Par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser cette technique-là pour faire des bûches, des rochers assez faciles. Pour faire des roches, c'est vraiment assez facile. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille ce site-là, donc www.agisoft.com/pdf
/Photoscan Pro. De toute façon, dans Google, vous le trouverez assez vite. Donc ce PDF vous donne tout ce qui est pour tout ce qui est l'aspect technique de la chose. Bon, moi je l'ai pas tout lu, mais c'est intéressant quand on cherche une idée, on voit si dans les... j'ai oublié. Ouais, donc dans le tableur ici, ben, on voit si on peut trouver ce qu'on cherche. C'est pas très français ce que je viens de dire. Sinon, franchement, je conseille vraiment donc la chaîne YouTube Classidoc Films, qui lui fait toute une série de vidéos sur Agisoft. Et alors, on peut aller vraiment très très loin avec tout ce qu'il montre. Et alors, je conseille aussi, comme source que j'ai utilisée, ici c'est un garçon, donc Kevin Wilson, qui crée une roche et qui utilise Maya notamment pour retravailler sa roche. Et là, un fait intéressant, il crée le low poly de sa roche dans Maya, et puis il réexporte son mesh dans Agisoft pour réappliquer la texture sur son high poly, mais en ayant corrigé l'UV dans Maya. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao.